Bonjour et bienvenue dans Amis, le podcast où on Here We Go Again. Salut, moi c'est Anaïs et 3 petits points. Et moi c'est Marie et tous les épisodes de cette saison, vous allez avoir droit à mes vocalises. Oh non. Aujourd'hui, on se plonge dans la discographie du plus grand groupe de tous les temps. Bien sûr. Selon moi. Et dans le film le plus délicieusement absurde et feel-good de ces 15 dernières années. Sans aucune exagération. Je veux bien entendu parler de Mamma Mia, un film sorti en 2008, qui est depuis rentré au panthéon des meilleures comédies musicales de l'histoire. Anaïs me regarde d'un air très dubitatif. Et un film qui a été réalisé par Phyllida Lloyd et écrit par Katherine Johnson. Et je précise parce que c'était aussi elle qui avait écrit et mis en scène la comédie musicale. Voilà. Quand Logique. elle était sur scène. On s'est enregistré avant le visionnage pour parler un peu de notre rapport respectif avec le film. Le tien était non existant et le mien était assez intense. Alors Anaïs, qu'est-ce que tu sais de Mamma Mia ? Je sais que c'est une comédie musicale. Ouais. Que il y a des chansons d'ABBA dedans. Ouais. Que des chansons d'ABBA ? Bah, si tu poses la question, j'imagine que non. Bah non, c'est parce que t'as dit il y a des chansons d'ABBA, donc ok. Ouais. Non, bah j'en sais rien. Enfin, ou alors c'est une comédie musicale qui a été construite uniquement pour sublimer les chansons d'ABBA. C'est exactement ça. Et je sais qu'il y a Meryl Streep, puisque tu viens de me le dire. Ah, tu le savais pas avant ? Sans doute, je l'ai su, mais je sais qu'il y a Amanda Seyfried. Ouais. Je sais qu'il y a Rob Lowe. Non. Non. Ah non, il y a Pierce Brosnan. Rob Lowe, il est dans le 2. Non. Roblo, il part, je sais pas où tu l'as vu, mais... Et je connais l'histoire. Je sais que c'est une meuf qui est sur le point de se marier et elle veut savoir qui est son père. C'est ça. Oui, c'est ça. Et pourquoi tu l'as jamais vu ? Pour toutes les raisons suscitées. C'est vraiment pas un truc vers lequel je me tournerais naturellement. En fait, j'aime beaucoup ABBA. Enfin, j'aime bien ABBA. J'aime pas beaucoup ABBA. Putain, j'adore ABBA. Mais, j'aime bien ABBA, de manière... Enfin, comme toute personne qui a du sang qui coule dans ses veines, tu vois. Mais genre, je me réveille pas le matin en me disant « Ah, ABBA fait vraiment partie de ces groupes qui, tu vois, viennent gratter un truc très spécifique chez moi, quoi. » Genre, je m'en fous un peu. Ah si, moi, ouais. Et donc, non, vraiment, déjà, on a établi que les comédies musicales, c'est un truc qui, pendant très longtemps, ne m'intéressait pas. Et quand ça a commencé à m'intéresser, disons que celle-là, c'était pas vraiment... elle était pas en haut de ma liste, tu vois. J'ai d'abord plutôt vu Singing in the Rain et Les Demoiselles de Rochefort, tu vois. C'est quoi, toi, ton rapport au film ? Je l'ai vu en salle à sa sortie et je le revois régulièrement depuis. J'aime beaucoup ce film. C'est absurde, c'est nul, très clairement, mais c'est tellement fun. Et vraiment, le deuxième, par contre, c'était une de mes meilleures virées cinéma. Je pleurais de rire pendant tout le truc, du niveau d'absurdité, quoi. Enfin, vraiment, si celui-là te plaît ou que tu le détestes de façon vraiment virulente, il faudra qu'on voit le deuxième parce que c'est génial. Bon, c'était pas gagné. Mais le film t'a pas mal séduite, au final, je crois, en tout cas. Mais pas autant que d'autres œuvres culturelles, apparemment. C'est bien, mais tu vois, Koh-Lanta, c'est mieux, hein. Non, parce qu'ils sont sur des pontons au milieu d'une eau turquoise. Et je me disais vraiment, je sais pas, l'épreuve des poteaux, c'est narrativement beaucoup plus fort, quoi. Ok, si tu le dis. Et tu t'es surtout pas mal interrogé, je pense, comme beaucoup de gens avant toi, sur le processus créatif qui a pu mener à ce résultat. Il s'est dit, Mamma Mia, ma mère, on va faire un truc sur une fille et sa mère. Qu'est-ce qui manque une fille, sa mère ? Il manque un père. Et si on avait 3 pères ? J'essaye de retracer le processus intellectuel de... Bon, t'en as pensé quoi au final ? Bah, c'est vrai que c'est... C'est un film qui contient pas grand-chose, à part des chansons d'ABBA. Je pense que c'est le film qui a le moins d'enjeux dramatiques de l'histoire, mais... quand même. Bah non, mais elle a pas de papa et à la fin... Alors, sur le papier, il y a des enjeux, mais quand tu le vois, c'est vraiment le truc... Enfin, tu peux faire 15 pauses toilettes pendant le film et ça posera vraiment pas de problème, quoi. Et en fait, c'est ça qui est bien, c'est que c'est très feel good et tu ne ressens que ça, ou de l'ennui à la rigueur, mais tu peux vraiment pas ressentir de frissons dramatiques, ni de suspense, ni de... Enfin, vraiment, c'est que des chansons d'ABBA chantées par un casting quand même très prestigieux sur un fond de carte postale. Donc, c'est plutôt plaisant. Tout à fait, je suis totalement d'accord. T'as pas tout de suite été sensible au charme du film. Au début, ça a été très très compliqué quand même. C'est déjà nul. C'est la première minute. La première seconde.
C'est déjà génial, tu veux dire. C'est déjà vraiment mon pire cauchemar. Quelle idée de faire ça. Ouais. C'est vrai. Et on avait vraiment un très gros décalage côté enthousiasme. Pourquoi ça va pas le faire? Ma réaction ou toi? Toi. Je te demande de t'arrêter. Tout de suite. Non, vraiment. C'est comme le père dans Bridesmaids pour le mariage. I'm not joking. I'm not joking. I'm not joking. Pour resituer quand même, c'est dans Mes meilleurs amis, c'est un excellent film et une excellente séquence où le père est en train de dire qu'il veut vraiment pas payer pour le mariage et c'est son discours de mariage et tout le monde rigole, haha, et il dit non mais je rigole pas. Enfin vraiment je rigole pas et les gens ne comprennent pas s'il fait une blague ou pas et là c'était ma réaction à Marie qui était en train de danser de manière très énergique à côté de moi sur le canapé. Ça m'a un peu épuisée d'avance et donc j'ai dit vraiment en fait le seul moyen qu'on survive toutes les deux à ce visionnage, c'est que tu t'arrêtes. On va l'entendre. Je me suis vraiment contenue. Merci. Mais j'ai un petit peu chanté parfois. Non mais vraiment, tu vas rendre cette expérience très pénible en fait. Oh, mais c'est toi qui la rend pénible en fait. On peut pas chanter si on peut pas chanter. Je veux écouter. On va voir ce que tu as voulu écouter, vraiment. Moi, je suis rigide. J'aime bien pouvoir écouter les films que je regarde et écouter la musique que j'écoute. Même quand c'est Meryl Streep qui chante. Ouais, malheureusement. Non, mais en plus, je pense que c'est aussi le point principal de tension de notre divergence. Ouais. Voilà, sur ce film, c'est que je pense qu'il faut vraiment beaucoup aimer ABBA pour être à fond sur ce film. Et c'est pas du tout mon cas. C'est-à-dire que je pense que je connais peut-être 40% des chansons qu'il y avait dans ce film. Celles que tout le monde connaît parce qu'on les a entendues dans des mariages, quoi, et qui sont vraiment des énormes tubes et qui sont super. Mais il y en avait aussi pas mal que je pense j'avais peut-être entendu une fois vaguement, voire jamais. Et donc, déjà, quand tu les connais pas, bah, t'es moins pris dans le truc. Et en plus, quand t'as Marie qui est en train de chanter par-dessus à côté, ça rend le truc très compliqué. C'est comme vraiment quand tu vas au karaoké et que les gens chantent une chanson que tu connais pas. C'est de la torture, quoi. Bah là, c'était un peu pareil. Je te vois où je sais. Mais le truc, c'est que vraiment, la discographie d'ABBA, c'est pas non plus... je connais pas les paroles de, tu vois, beaucoup de chansons, donc je vais clairement pas me mettre à chanter, quoi. Ouais, en fait, c'est ça le problème, c'est que même Dancing Queen, que j'ai écouté vraiment de nombreuses fois dans ma vie, je connais You are a dancing queen, c'est tout. C'est vraiment la seule parole de la chanson que je connais, donc je peux pas chanter à tue-tête, tu vois. Donc du coup, ça limite vraiment le plaisir qui est le tien, je pense, et celui de beaucoup de gens qui regardent le film, qui font un sing-along. Oui, bah oui. Et d'ailleurs, au Alamo Drafthouse à Austin, mon cinéma préféré, vous connaissez le deal, il faisait un sing-along de Mamma Mia, et moi, par exemple, j'y suis jamais allée. Par contre, j'avais fait un sing-along de Queen, et ça, c'était trop bien, parce que je connaissais tout par cœur, et tu peux te mettre debout et hurler les paroles, quoi. Voilà, bah c'est ce que je voulais faire, mais bah c'est pas grave. Ouais, mais quand tu connais pas, c'est nul. En fait, je pensais pas connaître à ce point le catalogue d'ABBA, mais moi, toutes les chansons de ce premier film, je les connais toutes, quoi. Après, t'as dit que tu avais revu le film plein de fois, donc il y en a peut-être que tu connaissais pas la première fois que tu l'as vu et que tu connais quand depuis, même, quoi. Enfin, toutes, c'est des chansons que j'ai entendues dans toute mon enfance, parce que ma mère adore ABBA, et c'est vrai dès qu'il y avait une chanson d'ABBA qui passait sur Nostalgie, et je te garantis que toutes les chansons qui sont dans ce film passaient sur Nostalgie, c'était la fête dans la voiture, quoi. Ouais, parce que vraiment, il y en a, j'avais l'impression que c'était du deep catalogue, quand même. Non. Alors, putain, si t'as l'impression de ça, là, le deuxième film, là, ils ont vraiment raclé les fonds de tiroir. Bon, il faut que tu résumes le film en 30 secondes. Ah oui. Alors, le truc, c'est que je l'ai déjà un petit peu résumé dans l'introduction. Hein. C'est vraiment, pour faire simple, c'est une fille qui a pas de père. Pour faire simple, parce que c'est hyper compliqué. Non, mais c'est vraiment ça tient sur un post-it, comme ce film. C'est Amanda Seyfried est sur le point de se marier. Elle sait pas qui est son père, mais elle a 3 pistes. Elle invite les 3 au mariage pour découvrir lequel des 3 c'est. Et il se trouve que c'est 3 des acteurs les plus sexy d'Hollywood. Ce qui est un peu problématique quand tu dois accepter le fait qu'un d'entre eux est ton père. Mais sinon, j'ai noté que c'était un film sur la nécessité vraiment cruciale de s'affranchir du patriarcat, parce que le patriarcat complique tout dans ce film, et aussi sur le fantasme que nos ex seront toujours amoureux de nous 20 ans après. C'est vrai, c'est totalement vrai. Donc Mamma Mia, c'est ce qu'on appelle un jukebox musical, parce que c'est des chansons que tout le monde connaît déjà, qui n'ont pas été écrites
pour la comédie musicale. Et donc, à l'origine, c'est une comédie musicale qui avait été lancée à Londres et qui a été écrite par Katherine Johnson avec la collaboration d'ABBA. Et en fait, c'est la productrice Judy Kramer qui, en 1983, a eu l'idée en entendant la chanson Winner Takes It All et qui, après, a demandé à Katherine Johnson et Phyllida Lloyd de créer le show qui a été lancé à la fin des années 90. Elle s'est dit, ah tiens, franchement, ça a du potentiel pour en faire, ça pourrait être sur scène pour une comédie musicale, quoi, parce que ça a un potentiel dramatique. Et d'ailleurs, je crois que c'est ta chanson préférée d'ABBA, peut-être pour cette raison. Oui, tout à fait. Bah oui, je pense que c'est, en tout cas de celles que je connais bien, c'est celle qui est la plus dramatique et la plus mélancolique en fait. C'est une chanson de rupture et elle est moins sucrée que beaucoup d'autres chansons d'ABBA. C'est vraiment ma préférée. Parce qu'elle est triste. Tellement métal. Et moi, j'aime souffrir. Il y a quoi comme autre exemple de jukebox musical ? Ah bah, Moulin Rouge. Ah oui, c'est vrai. Ah mais ça, c'est bien. Eh oh Ça va pas. Moulin Rouge, Boogie Nights, We Will Rock You, Viva Forever. On creuse. Non, mais écoute, un classique des Spice Girls quand même. Ok, mais oui, c'est vrai que Moulin Rouge, c'est un bon exemple parce que j'aime beaucoup Moulin Rouge. Mais en fait, c'est une réflexion que je me suis faite en voyant le film Mamma Mia. Ce qui rend le film aussi léger, mais dans le bon et dans le mauvais sens, c'est que comme c'est des chansons qui n'ont pas été écrites pour Broadway, pour une comédie musicale, bah, c'est des chansons qui sont faites plus pour être écoutées, c'est-à-dire qu'elles racontent pas toujours une histoire, alors que souvent, les chansons de comédie musicale, il y a une vraie narration dedans et il y a un rythme hyper propulsif où chaque couplet va raconter quelque chose ou alors il y a plein de blagues dedans. Et là, les chansons d'ABBA, c'est juste money money, quoi. Et donc, au bout d'un moment, ça crée un truc un peu plus répétitif où donc les numéros musicaux, il se passe pas grand-chose en termes de narration. C'est vraiment juste des gens qui sont en train de chanter les paroles d'ABBA. Pourquoi tu fais un petit sourire ? Non, non, en vrai, je suis d'accord avec toi, mais moi, je trouve que ABBA, c'est très propulsif. Hein. Non, après, c'est fun, mais c'est vrai que, ouais, je pense que tu sens la différence. Moi, les chansons de comédie musicale que j'ai le plus écoutées, à part celle de Moulin Rouge, je pense que c'est celle de Crazy Ex-Girlfriend, où j'écoute vraiment la bande-son très souvent. Toutes les chansons étaient écrites pour faire avancer l'intrigue de la série, quasiment, ou alors pour être des blagues. Et donc, il y a vraiment une écriture qui est très scénarisée dans ces chansons-là de comédie musicale. Et comme les chansons de ABBA, c'est pas le cas, c'est vrai que les morceaux de 4 minutes, certains, tu les sens passer dans le film parce que tu sens que c'est juste ça, plus des scènes de plage, mais que, tu vois, il se passe rien dans le morceau en tant que tel. Oui, non, c'est vrai. Je suis d'accord parce que moi, je suis une énorme fan de comédie musicale et il y a vraiment ce côté de narration dans beaucoup d'entre elles, même si c'est pas le cas de toutes, hein, vraiment. Ouais. Je pense, par exemple, aux Hommes préfèrent les blondes ou des chansons comme ça. Il n'y a pas de côté narratif dedans, c'est des morceaux, en fait. Ouais, c'est vrai. Mais Les Hommes préfèrent les blondes, visuellement, c'est tellement incroyable. Non, et puis c'est magnifique. T'as Marilyn qui chante, quoi. Enfin, tu peux pas t'en décrocher. Ouais, c'est ça. Mais c'est aussi vraiment des numéros en termes de mise en scène qui sont sûr. Vraiment. Alors que là, c'est aussi un peu ma réserve sur Mamma Mia, c'est que je trouve qu'en termes de mise en scène, ils dansent sur la plage, c'est tout, quoi. Excuse-moi, quand ils dansent en palme sur la jetée. Il y a 2-3 moments un petit peu moments de bravoure, mais sinon, globalement, je trouve que ça manque un petit peu d'inventivité et de surjeu, comme on peut le voir dans beaucoup de numéros de comédie musicale. Et c'est un très bon exemple, Les Hommes préfèrent les blondes, parce que là, c'est vraiment juste, tu pourrais le regarder sans le son. Oui, c'est sûr. Incroyable, quoi. Non, mais c'est sûr. Et c'est vrai que ce que tu dis sur la propulsion narrative, même des comédies musicales qui n'ont pas été tournées en film encore, mais quand tu vois Hamilton, The Book of Mormon ou des comédies musicales comme ça sur scène, les chansons, moi, je les réécoute et j'ai l'impression de revoir l'action parce que, mais en fait, c'est toute la limite aussi de chansons qui n'ont pas été écrites pour la scène, évidemment. Mais moi, ce que j'admire quand même dans le film, c'est qu'ils ont réussi à bâtir toute une intrigue autour de chansons, c'est-à-dire qu'ils arrivent vraiment à les caser de façon logique, parfois un poil absurde, mais plutôt logique. Ouais, ça, vraiment, j'ai senti que ça t'impressionnait beaucoup. Ouais, de ouf, parce qu'en vrai, c'est tellement artificiel, mais ça fonctionne quand même. Mais c'est-à-dire que je suis là, vraiment, ils ont créé toute une intrigue pour pouvoir caser cette chanson spécifique, tu vois ce que je veux dire ? Money Money, c'est vraiment juste elle a des problèmes avec l'hôtel et des volets qui tombent. Les toilettes de l'hôtel sont cassées, donc ça permet de lancer Money Money. Mais non, mais tu sens qu'ils se sont dit Money Money, ce serait quand même bien qu'on l'inclue, donc qu'est-ce qu'on va faire ? Elle lutte avec l'hôtel, allez. Après, c'est marrant parce qu'il y a quand même certains moments où c'est juste, c'est une chanson d'ABBA, quoi. Par exemple, Voulez-vous, ils sont juste en train de danser au milieu de la terrasse et ça n'a pas vraiment de rapport narratif. Tu peux en trouver un, mais comparé aux autres chansons, c'est vraiment juste, il faut la mettre, quoi. Non, je pense que c'est un moment de fête au milieu et du coup, ils mettent une chanson festive et c'est une chanson aussi qui est un peu en mode...
est-ce que tu vas vraiment te lâcher, tu vois, comme tu dois te lâcher cette nuit-là, quoi. Et le côté un peu tourbillonnant. Enfin, moi, c'est pas mon morceau préféré, très clairement. Mais Oui, mais parce que je pense que Voulez-vous, pour le coup, c'est pas le meilleur morceau d'ABBA et ils étaient pas obligés de l'inclure. Donc, tu sens quand même qu'ils voulaient avoir un truc festif au milieu et qu'ils se sont dit, bah, celle-là, ce serait pas mal, quoi. Ouais, c'est comme quand t'as la mère et ses 2 copines qui viennent chanter, où là, elles font un numéro musical dans le film, ce qui permet de chanter une chanson qui, là aussi, n'a pas forcément de ressort narratif au sein de l'histoire. Mais c'est vrai que je trouve que Moulin Rouge a accompli cet exploit de manière beaucoup plus remarquable. Ouais, mais Moulin Rouge, c'est des medleys aussi. Et c'est recomposé, donc ça... Ouais, ça a de la gueule, quoi. Bon, on va faire... Quand ils chantent Roxane, t'es là, waouh, comment ils ont réussi à caser Roxane dans Moulin Rouge, quoi. Parce que là, pour le coup, Roxane, c'est vraiment un morceau qui fait sur scène, en fait, dans Moulin Rouge, si je me souviens bien. Parce que c'est aussi un cabaret, tu vois, donc il y a un truc où t'as un sens... Oui, mais c'est lié thématiquement au fait que c'est une prostituée et bien tout, sûr, tu vois, c'est une femme de la nuit, c'est trop bien. Oui, d'accord. Après, bon... On fera Moulin Rouge, on vous le promet, on fera Moulin Rouge dans la vie. Moi, j'aimerais bien qu'on le fasse en live, mais en vrai... On va en reparler, mais quand tu parles de Moulin Rouge, ça souligne quand même un des gros problèmes de Mamma Mia, qui est la capacité vocale de la plupart des interprètes. Ça. Voilà. D'abord, faisons un petit tour des personnages, ce qui nous permettra de raconter aussi toute l'intrigue, parce que ça se limite vraiment à ça. Mais on l'a déjà raconté, hein. Vraiment, c'était une phrase. On va pas finir ce podcast ici, quand même. Donc, on a Sophie, d'abord, qui est jouée par Amanda Seyfried. Ouais, qui est la seule personne qui s'est chantée dans ce film, avec Christine Baranski. Avec Christine Baranski, ouais. Qui est l'instigatrice de cette intrigue absurde, puisque, comme tu l'as dit, elle a 20 ans. Tu ne l'as pas précisé, mais c'est la fille de Meryl Streep dedans. Ouais. Elle a grandi sur une île grecque. Voilà, mais apparemment, elle parle pas grec et elle a aucun ami grec. Mais non, elle a aucun ami tout court, d'ailleurs. Elle a 2 amies anglaises. Ouais. Mais oui, donc elle a grandi sur cette île grecque et elle a pas de papa. Et on lui a jamais dit qui était son papa, mais elle est tombée sur le journal intime de sa mère et elle s'est rendue compte que sa mère, elle avait vu du pays. Et quand le film commence, on est à la veille de son mariage, donc. Enfin, on n'est pas vraiment à la veille, je pense qu'on est quelques semaines. La première scène, on est sûrement quelques semaines, le temps que le courrier arrive. Assez possible, toute seule en plein milieu de la nuit en train de chanter debout sur une barque. C'est la Grèce, Anaïs. Comme chacun le fait le soir en Grèce. Et du coup, elle convoque ses 3 pères en leur disant pas que c'est ses 3 pères potentiels. Comment tu décrirais Sophie ? Tu la décrirais pas. Elle est blonde, elle s'est dessinée. Et ben c'est tout, hein. Enfin vraiment, elle est totalement définie par le fait qu'elle veut savoir qui est son père. Oui. Elle est sympathique. Oui, elle est sympathique. Elle chante bien. Elle chante bien. Ensuite, il y a Donna. Donna qui est jouée par Meryl Streep. Meryl Streep, la plus grande actrice de tous les temps. Ouais. Qui est vraiment dans son plus beau rôle ici. Qui prouve qu'elle sait tout faire, y compris porter une salopette et avoir l'air sexy en salopette. Voilà. Donc Donna qui a vécu 3 liaisons il y a 20 ans. 3 liaisons très rapprochées. Comment tu la décrirais ? Elle est fun, elle est, pour le coup, elle est un petit peu plus définie, puisque bon, au final, le film est vraiment sur elle, même si c'est Sophie qui lance l'histoire. Elle est très indépendante. Bon, j'aime pas trop le fait qu'elle fait genre qu'elle aime le célibat, alors qu'au fond, elle aime pas vraiment ça j'aime pas trop, mais c'est quelqu'un qui a bâti son commerce toute seule, qui a élevé sa fille toute seule, donc on sent que c'est quelqu'un qui a énormément de caractère et qui a su prendre du plaisir dans sa jeunesse. Je suis d'accord sur le truc, elle fait genre, elle aime le célibat, mais en vrai pas trop, parce que bon, c'est la résolution du film. Mais quand même, il faut resituer, elle vient de passer 20 ans célibataire, à élever sa fille seule. Donc moi, je peux comprendre aussi qu'au bout d'un moment, sa fille va partir et vivre sa vie, elle a envie d'un mec, quoi. Enfin, tu vois ce que je veux dire ? C'est pas non plus délirant. Ce que j'aime beaucoup, moi, dans le film, et c'est un des trucs qui a été salué aussi à sa sortie, dans la comédie musicale aussi, c'est qu'il y a 0 slut-shaming, en fait. C'est-à-dire que vraiment, le postulat de départ du film, c'est quand même que Donna s'est tapé 3 mecs en l'espace d'1 mois et qu'elle savait pas qui était le père de son enfant. Parce que les capotes n'existaient pas à l'époque, donc... Non, visiblement. Elle a eu 3 accidents, Anaïs. Voilà, c'est ça, en 1 mois. Ou peut-être qu'elle pensait qu'elle prenait la pilule et sa pilule était défaillante, je ne sais pas. Mais enfin bon, bref, à aucun moment, le film ne porte de jugement là-dessus. Au contraire, c'est tourné en blague, mais de façon hyper bienveillante et sympathique. Et je trouve que pour un film ultra grand public, c'est quand même assez cool, quoi. L'histoire, en fait, c'est que sa mère était une grosse traînée. C'est ça, on adore. Voilà. Nous, par contre, on fait du slut-shaming. Non, mais ce qui est marrant, c'est que les 3 mecs, on leur dit viens au mariage de cette meuf que tu t'es tapée il y a 20 ans. Ils accourent direct. Donc, tu te dis qu'elle avait des moves quand même à l'époque. Je sais pas ce qu'elle leur a fait, mais... elle les a marqués, ça, c'est sûr. Ouais, c'est ça.
Une des grosses critiques qu'on a fait au film, c'est le niveau de chant de beaucoup de ces interprètes. Les acteurs n'ont pas été choisis pour leur capacité de chant. Non, ça c'est sûr. Et Meryl Streep en premier, je dois dire qu'on l'avait pas vue dans d'autres comédies musicales, je crois, et il y a peut-être une raison à cela. En tout cas, tu as été... Elle est pas dans Into the Woods? Ah si, oui, c'est vrai, mais après du coup. Ouais. Mais avant Mamma Mia, je crois pas qu'on l'avait vue dans une autre comédie musicale. Et disons que toi, ça t'a pas surprise qu'elle ait pas été sélectionnée avant. Quoi? Meryl Streep, quoi. Mais oui, Qu'est-ce qui lui est arrivé? Mais elle s'amuse, c'est ça qui est génial. Meryl Streep, c'est censé être une grande chanteuse ou pas? J'étais pas au courant parce que... Enfin, Non. Voilà. Parce qu'en plus, il y a un truc où je me dis, tu vois, à Broadway, ça doit être super cool parce que tu dois avoir des gens qui ont du coffre et tout. Mais là, en plus, c'est vraiment genre... C'est Meryl Streep, donc c'est cool, mais genre, elle a pas de voix. Bon, bon, ça va. Mais bon. Oui. Certes. Go bye. Ok. Là, sur le CD, généralement, on appuie sur Next, en fait. Oui. Ouais, c'est... Meryl. Moi, j'aime bien. T'avais fait un sans faute dans toute ta carrière. Mais non, mais moi, j'aime bien, je trouve ça touchant, en fait. Elle aussi, elle est imparfaite. Après, je trouve pas qu'elle chante faux, je trouve qu'elle a juste Non, pas de coffre. non, elle chante juste, mais... sans beaucoup de grâce. Elle chante juste, mais à quel prix pour nous? Ce qui est marrant quand même, c'est que là, en entendant les extraits, je suis là, ouf, c'est vrai que c'est dur. Ouais. Mais en fait, en voyant le film, je fais pas du tout la connexion entre. Pour moi, elle est tellement charmante que je suis là, ouais, c'est Tu Meryl oublies Streep. tes oreilles. Bah ouais, vraiment. Parce que je suis tellement charmée par le fait qu'elle a l'air de vraiment s'éclater Ouais. que pour moi, ça fonctionne. Et d'ailleurs, t'as eu une remarque très très drôle à ce sujet. Mais non, mais si c'était quelqu'un qui avait moins de talent qu'elle d'actrice, Oui, bah c'est ça, passerait non, pas pour du elle, tout. c'est un flex. C'est genre, regardez, je suis tellement la meilleure actrice de l'histoire que je peux chanter faux pendant tout le film et vous allez quand même m'adorer. C'est vraiment un gros... C'est vraiment, je pose mes couilles, quoi. C'est genre, regardez à quel point je peux être nulle et vous allez quand même trouver que je suis bonne. Mais non, parce qu'elle est bonne en vrai, mais Oui. elle chante pas très bien, c'est sûr. Elle chante vraiment pas très bien. Enfin, The Winner Takes It All, c'est compliqué. Mais c'est ce qui est très drôle, c'est que pendant le visionnage, tu m'as dit plusieurs fois, yes, The Winner Takes It All. Elle y est parce que c'est vraiment ma préférée. J'étais ouais meuf, mais enfin, t'attends pas à des étincelles. C'est horrible. En plus, c'est sur une falaise au crépuscule et genre, c'est vraiment comme si t'avais un pet mouillé, genre dans le plus beau cadre que tu puisses imaginer. C'est terrible. Sa chorégraphie aussi pendant The Winner Takes It All, t'as un peu surprise. Mais en fait, même sa chorégraphie pendant tout le film, c'est-à-dire que il y a un truc aussi. Elle aime bien se remonter les bretelles. Ouais, c'est ça. Elle a un côté très théâtral, mais un peu poète, qui est charmant, comme tu l'as dit. Mais je pense qu'il y a aussi un truc très important, c'est que les chansons de ABBA sont par définition très harmonieuses et souvent chantées en chœur. Et là, quand il y a elle ou d'autres personnes qui chantent toutes seules des chansons d'ABBA, bah, on sent tout de suite le contraste avec la chanson originale qu'on connaît. Et en plus, il y a un moment où, par exemple, elle est juste adossée à un mur en train de se prendre les bretelles et taper du pied. Et c'est juste ça, la chorégraphie. Et tu te dis, bon, franchement, visuellement, c'est un peu plat. C'est-à-dire que si vocalement, il n'y a pas grand-chose et si visuellement, elle est juste adossée à une grange en train de faire poète-poète, c'est limité. En même temps, c'est ce que tu disais, c'est-à-dire que vu que c'est Meryl Streep, ça fonctionne. Oui, ça passe. Mais c'est vrai que tu te dis, il y a un potentiel gâché quand on aime. Enfin, on a parlé en plus dans Burlesque et on aime les comédies musicales qui sont très grandiloquentes quand même, où il y a un numéro où la caméra tourbillonne, où il y a du flair en fait, vocalement, visuellement et musicalement. Et là, comme on a des chansons qui ne sont pas écrites pour une comédie musicale, une scénographie assez pauvre et des performances vocales assez limitées, voilà, ça fait quand même beaucoup de moins dans la balance. Ouais, mais moi, je pense, comme on dirait dans le Sud. Oui, mais moi, je pense qu'il y a beaucoup de plus, comme on dirait partout. C'est-à-dire qu'il y a le charme de Meryl Streep, il y a le charme des chansons d'ABBA,
Mais non, mais je pense que c'est ce que tu disais aussi tout à l'heure. C'est-à-dire que moi, les chansons d'Abba, je les ai entendues massacrées à de nombreuses reprises par ma mère et par moi. Tu vois ce que je veux dire? Donc Meryl Streep, à côté, c'est une cantatrice, quoi. Ouais, et puis je pense qu'effectivement, quand t'adores le groupe, c'est tellement plaisant d'écouter toutes tes chansons préférées. Enfin, ma mère adore Bohemian Rhapsody, qui est ouvertement un des pires films jamais créés. Putain, on devrait le mettre dans la liste. Mais je l'ai pas vu en plus. Ah, trop bien. Mais comme elle adore Queen, juste, elle aime parce que elle écoute Queen en regardant le film. Donc, elle s'en fout que le film soit nul. Moi, tu me fais un film sur, je sais pas, les chansons de Led Zeppelin. Je pense que je m'en fous de l'histoire ou de la scénographie. Je serais juste contente d'écouter les morceaux de Led Zeppelin. Mais là, c'est vrai que comme c'est ABBA. Moi aussi, j'aimerais bien écouter les morceaux de Led Zeppelin ou David Bowie. Mais en fait, le truc avec ABBA aussi, c'est que Led Zeppelin ou David Bowie, si ils massacraient les chansons, je le prendrais très très mal. C'est pas des chansons de karaoké, tu vois. Enfin, ABBA, vraiment, c'est... Tu le sais, j'ai fait Stairway to Heaven en karaoké. Moi, j'aime bien les challenges. Mon Dieu, ça devait surtout être un challenge pour les gens autour. Ah, mais c'est ça, tout le monde est parti. Ça dure très longtemps. 12 minutes de bonheur. Vraiment la prise en otage, c'est le pire truc possible. Au karaoké, c'est les gens qui choisissent des chansons de plus de 2 minutes 30, quoi. Ouais. Bon, ensuite, il faut passer au papa. Tu l'as un peu dit. Ils sont tous les trois très charmants. Tu m'as fait mourir de rire pendant le visionnage. Putain, pour moi, ce serait terrible. Enfin, déjà, ayant des daddy issues, mais en fait, tu vois ces 3 hommes-là et tu penses que l'un des 3 est ton père, c'est la merde. Je peux m'en taper aucun, du coup. C'est trop dommage. Vraiment, il n'y a que toi pour penser ça, en fait. J'ai de la suite dans les idées, moi. Le premier des 3, c'est Sam, joué par Pierce Brosnan. Tu le décrirais comment, Sam? C'est vraiment celui sur lequel j'ai le moins d'observations. Enfin, c'est Pierce Brosnan, donc il est très charmant. Il essaye d'être américain, mais il n'y arrive pas trop. Et il vient de New York, et c'est un mec, il est architecte. Il est un peu... Les 3 ont pris des trajectoires très différentes, et lui, c'est un peu le mec... qui est censé être, à mon avis, le mec de rêve, c'est-à-dire qu'il vit à New York, il a tout réussi. Déjà. Voilà, c'est ça. Non, mais c'est le métier dans toutes les comédies romantiques. Métier de l'homme idéal, c'est architecte. Exactement. Voilà, c'est tout. Ouais, c'est ce qu'il définit. Ensuite, on a le plus choupi de tous les choupis, Harry, qui est joué par Colin Firth. Ouais, il s'appelle Harry et il travaille dans une banque parce que c'est les paroles d'une chanson d'ABBA. Il y a littéralement une chanson d'ABBA qui dit « Et tu t'appelles Harry et tu travailles dans une banque ». Et donc, ils se sont dit, voilà, il faut qu'on crée un personnage qui s'appelle Harry qui travaille dans une banque. Et donc, lui, il est anglais, il est joué par Colin Firth, donc il est poche. Un peu coincé du cul. Un peu coincé, d'ailleurs, le moment le plus hilarant du film, c'est quand il dit d'une manière très sérieuse « Je suis spontané ». Là, tu te dis « Oui, bien sûr ». Colin Firth spontané, jamais. Mais oui, il est très charmant, il est gay. On le découvre à la fin. Ouais. Voilà, à la fin du film. Dès qu'il comprend qu'il pourrait être le père de Sophie, il le prend très au sérieux. Et très bien. Très bien, voilà. Et on sent que il n'a pas eu d'enfant dans sa vie et il aimerait beaucoup jouer ce rôle dans la vie de Sophie. Mais il est trop choupi. Ouais, vraiment, il est trop gentil. Oh. To have a third of Sophie. I never thought I'd get even that much of a child. Oh, il est vraiment trop mignon. Oui. Il nous a beaucoup touchés. Et oui, quel amour. Et enfin, il y a Bill, joué par Stellan Skarsgård. Le meilleur. De la meilleure famille. Tout à fait. De la famille la plus prolifique en termes de mec mignon de l'histoire. De la Suède, en tout cas. Ouais, de la Suède. Comment tu le décrirais, Bill? Bill, c'est Indiana Jones. Quand on le découvre, il fait de la moto dans un pays du tiers-monde. Et ensuite, il se balance sur une liane pour atterrir dans son bateau. Et il va jusqu'en Grèce avec son bateau. Il est tout le temps à poil. Ça, c'est les Suédois qui sont toujours très à l'aise avec leur corps. Hein. C'est le baba cool, en fait, du groupe. Très clairement, t'as Harry qui est coincé, l'autre qui est l'architecte. Et lui, il a des yeux tatoués sur les genoux. Enfin bref, c'est un esprit libre. Donc forcément, je l'aime beaucoup. Oui. Il est génial. Allez, c'est quoi, toi? Moi, je voudrais que ce soit lui, mon père. En plus, c'est vraiment, en fait, les idéaux paternels. Parce que bon, je mets Sam un peu à part parce que, comme tu dis, Sam, c'est juste un peu un cadre pour projeter un idéal masculin en général. Mais Harry, t'as le côté sécurisant et doux du père qui est très présent et aimant. Et Bill, t'as le côté juste fun, où tu sais que tu vas t'éclater et qu'il aura plein d'histoires à te raconter et qu'il est juste tellement, tellement cool, quoi. Donc, c'est vrai que c'est bien pensé. Enfin, c'est assez cliché, mais elle a beaucoup de chance parce que d'un coup, elle se retrouve avec 3 potentiels papas.
tous plus beaux et plus cool les uns que les autres, quoi. Oui, bah d'ailleurs, il y a tout un numéro musical où elle est, Sophie, avec les 3 sur le bateau, et chacun lui enseigne un truc. Enfin, elle a un moment, en fait, de rapprochement filial avec chacun des 3 hommes. Il y en a un parce que l'architecte, il regarde ses dessins et il trouve qu'elle dessine bien. Harry, qui travaille à la banque, c'est à ce moment-là qu'elle lui chante ça. Et il est en train de lui apprendre un peu la guitare. L'autre, il lui montre comment naviguer. Donc, ouais, c'est un gros fantasme aussi de rapport paternel. Pour tous les gens qui ont des daddy issues, je pense que ce film est super. Enfin, des daddy issues non sexuels. Oui, mes daddy issues à moi. Ouais, quand voilà. t'as pas de papa. C'est ça. C'est un super film. Ce qui est fou quand même, tu le disais tout à l'heure, on leur envoie une carte. Donc elle prétend que c'est Donna qui leur a envoyé la carte en fait. Donc chacun reçoit une carte postale de leur plan cul d'il y a 20 ans. Enfin, elle leur envoie une carte postale en les invitant 20 ans plus tard et ils disent tous oui. Il y a vraiment dans ce film, il y a genre 40 hommes qui dansent côte à côte sur une jetée avec des palmes aux pieds dans un numéro complètement absurde. Mais le truc le plus absurde, c'est ça, en fait. C'est que 3 hommes décident de traverser la planète pour retrouver leur plan cul d'il y a 20 ans. Un peu surprise quand même. Son ex-plan cul d'il y a 20 ans, 25 ans. Bah attention, dot. Ouais, C'est passé beaucoup de choses. Ouais, enfin, tu sais, moi, des dot, j'en ai assez pour envoyer un SOS en morse et c'est pas pour ça qu'il viendrait à mon mariage 20 ans plus tard. Hein. J'ai envie de dire, SOS en mort, c'est pas beaucoup de dot, je crois. Non, bah, il doit quand même y en avoir, je sais pas, bon, on va pas continuer cette conversation, en fait. Il faut resituer le dot. Tu peux expliquer ? Oui, bah, c'est juste que quand Sophie lit le journal intime de sa mère, déjà, énorme transgression, à chaque fois, sa mère, c'est son journal intime, mais elle décrit quand même pas ce qui s'est passé avec chacun de ses 3 plans cul. Elle met juste 3 petits points. Genre, elle dit « on s'est embrassé » et 3 petits points. Et Sophie dit, 3 petits points, ça veut dire ce que ça veut dire. Donc, je ne suis pas du tout surprise que 20 ans après, ils viennent à mon mariage. Et t'es là, ouais, bon. Mais ce qui est marrant en plus, c'est qu'elle dit 3 petits points, mais si, c'est comme ça qu'ils parlaient du sexe à l'époque. C'est bien connu. Bien sûr, c'est ça. Ensuite, il faut parler des copines, parce qu'alors, la mère et la fille ont chacun leur duo de copines qui est là pour les accompagner. Sophie en a 2 qui sont assez accessoires. Chiantes et accessoires. Ce qui est le plus remarquable chez elles, c'est leur accent. L'une d'entre elles est écossaise et a un accent... J'aime beaucoup les accents écossais, mais le sien est un petit peu crispant. Par contre, celles de Donna sont très importantes. Mais aussi, je pense, un peu crispantes pour toi dans leur première scène, en tout cas. Elles sont très énergiques. Elles sont un peu fatigantes. Hein. Tout le monde est fatigant dans ce film. Ouais. C'est le principe. Et toi aussi. Comment j'ai été victimisée. Non, mais c'est vrai que pendant quasiment toutes leurs scènes, elles font que hurler, elles parlent très fort, on sous-entend qu'elles sont quand même assez fêtardes. Et oui, elles sont bourrées la moitié du film, très clairement. Ouais, c'est ça. Et j'aime bien, en fait, le côté... Meryl Streep, elle avait 60 ans au moment de ce film, donc c'est assez fou de voir, justement, 3 femmes d'un certain âge qui sont très portées sur le cul et sur la fête et le célibat et qui veulent juste s'amuser et passer du bon temps. C'est hyper fun et je pense que c'est quelque chose qu'on voit assez rarement au cinéma. Mais du coup, elle surjoue ça, plus le côté théâtral qui est très clairement hérité du fait que c'était une comédie musicale, fait qu'elles en font un petit peu des caisses et elles parlent très très fort et elles font que hurler entre elles et faire ouais, vraiment comme ça. Et c'était un petit peu fatigant. Mais moi, ce que j'aime bien, c'est ce que tu dis, c'est-à-dire, c'est pas des meufs classe, quoi. Et je trouve ça assez. Ah non, ça, c'est sûr. Mais vraiment, oui, les costumes dans ce film, ça a brûlé ma rétine. Ouais, mais en même temps, ça me fait penser un peu à AbFab ou des productions comme ça, où c'est vraiment des meufs qui sont juste fun. C'est un peu des Samantha Jones 20 ans après Sex and the City, tu vois. Et donc, j'aime beaucoup ça, en fait. C'est très fun dans le film, mais je trouve aussi, encore une fois, que c'est un film qui est vraiment pas conservateur dans sa façon de voir les femmes et de voir leur rapport à la sexualité. Ouais, ça, c'est sûr. Dans les 2, le duo donc de copines, il y a d'abord Tanya, qui est jouée par Christine Baranski. Christine Baranski, qui est une reine de Broadway, qui jouait aussi Diane Lockhart dans The Good Wife et The Good Fight. Qui a 2 Tony Awards. 2 Tony Awards et qui a de la voix. Tout à fait. Contrairement à 99% de ce casting. Voilà. Enfin quelqu'un qui sait chanter. Ah, si tout le film avait été comme ça aurait été génialissime. C'est vrai. Mais oui, Christine Baranski est
incroyable. Bah, elle est géniale et son personnage est vraiment cool. Et oui, elle est extrêmement magnétique, charismatique, drôle, tout ce qu'on veut. Ouais, et son personnage, le principe, c'est qu'elle est censée en être à son 5e mari, ce qui est un peu mon but dans la vie, en fait. tu sens qu'elle vit au crochet il faut se dépêcher, hein. Ouais, c'est clair. Connasse. Et qu'elle est toute refaite. C'est génial. Et ensuite, on a Rosie, qui en vrai est un peu plus moi dans la vie. C'est-à-dire qu'elle est très vocale et elle est très célibataire aussi. Et elle est jouée par Julie Walters, qui est anglaise et qui jouait Madame Weasley dans Harry Potter et qui a joué dans plein d'autres trucs, mais... D'accord. Mais oui. Ok. Et elle crie vraiment, vraiment beaucoup dans ce film. Oui. Mais elle peut pas parler à un volume normal. Pourquoi tout ce qu'elle dit, elle le dit comme ça? Mes oreilles ont été martyrisées pendant ce visionnage. Les miennes aussi, hein, par tes imitations. Tu t'es quand même identifiée avec elle sur une scène à la toute fin, où elle essaie de séduire quelqu'un. Ça, c'est moi avec littéralement tous les gens qui croisent mon regard. Ouais, il faut savoir que pendant longtemps, ma photo sur Facebook, ma photo de profil, c'était moi sur un pont au-dessus d'une autoroute en train de faire coucou au camion, avec comme légende « Donnez-moi de l'attention ». Et je me suis un peu reconnue dans cet aspect-là du personnage. Regardez-moi. Toi, c'était avant qu'on se connaisse. Aimez-moi. Ouais. Et il faut qu'on parle aussi du dernier élément un peu de ce casting, c'est Sky. Alors Doit-on. déjà, quoi ? Le doit-on vraiment ? Le doit-on, nous le devons. Il s'appelle Sky, déjà, gros problème. Déjà, tu sais que c'est un douchebag, quoi. Ouais, c'est clair. C'est le genre de mec qui porte des colliers à le cou avec un petit coquillage qui pend, tu vois. Donc c'est un douchebag et c'est le mec qui va épouser Sophie, qui n'a que 20 ans donc, mais qui va épouser son premier mec. Ma théorie, c'est vraiment que elle a été isolée sur une île pendant des années et que c'est le premier mec qui a croisé son chemin. Bah, c'est ça, pour moi, c'est un peu un message d'avertissement contre l'hétérosexualité. C'est vraiment, si c'est ça votre option, fuyez. You have turned my world upside down. Mais il est affreux, cette il est horrible. Il est horrible. Il est horrible. Je te dis. Non, mais elle aurait mieux fait de se marier avec le volet qui est tombé au début. Mais dégage-toi, va te noyer là. Excusez-moi pour cet accès de violence. C'était très violent quand même. Bon, il y a beaucoup de numéros musicaux. Il y en a des plus ou moins bien. Pour toi, c'est lequel le meilleur ? C'est Dancing Queen. Ouais, pareil. C'est juste après que Donna découvre l'arrivée de ses 3 ex et ça suscite une émotion très forte chez elle parce qu'en plus elle sait que il y en a un des 3 qui est le père de sa fille, elle sait pas pourquoi ils sont là, elle se met à pleurer et ses copines lui remontent le moral et lui disent tu es une dancing queen et elles se mettent à danser et à marcher à travers les rues grecques et en fait pendant qu'elles font leur numéro, toutes les femmes du village entendent la chanson et se mettent à les rejoindre et donc ça finit par créer une immense cohorte de femmes qui chantent You're a Dancing Queen. Donc c'est un numéro de solidarité féminine que je trouve très très cool. Et bon, non seulement la chanson, c'est une des meilleures d'ABBA, une des plus inspirantes, mais en plus toute la mise en scène est très bien pour le coup. Et c'est un gros numéro. C'est ce qui me manquait un peu dans certains numéros où c'est juste des solos. Et là, comme c'est un numéro de groupe, on rentre dans le côté un peu grandiloquent de la comédie musicale qui me plaît beaucoup. Ouais, c'est mon préféré aussi. Je pense que c'est vraiment le meilleur du film. Et il y a un côté aussi touchant dans le côté solidarité féminine justement qui est assez beau. Ouais, exactement. C'est un des rares moments de semi-profondeur de ce film en fait. Ouais, c'est vraiment, oui, c'est le plus touchant. Après, j'aime beaucoup celui de Christine Baranski sur la plage parce que on l'a entendu, elle a du coffre et là tu sens que c'est une meuf de Broadway qui débarque. Elle fait des splits. Ouais, elle fait le show quoi. Ouais, voilà. Et elle est incroyable. Et là, t'as l'impression de regarder une comédie musicale de Broadway. Et c'est vraiment chouette. Et le pire ? Alors le pire, j'en ai noté plusieurs. Bon, je pense The Winner Takes It All juste pour la performance vocale, c'est affreux. J'aime pas ce numéro non plus. Qu'est-ce qu'ils ont fait à mon ABBA, quoi. Enfin, cette pauvre chanson méritait mieux. Mais après, Take a Chance on Me parce que la chanson est un peu rapey.
Bah, la façon dont il la tourne, oui. C'est-à-dire Ouais. qu'elle agresse, elle force un peu Bill à... Elle lui court après pendant que lui a l'air paniqué et la rejette. Et elle est là, non mais si, vraiment. Et elle est accrochée au toit. Enfin, donc c'est un peu gênant. Et si les rôles genrés étaient inversés, je pense que tout le monde trouverait ça très très gênant. Mais je pense que le plus mauvais, en vrai, c'est celui où Pierce Brosnan chante après le mariage J'avais oublié. avec Meryl Streep, parce que vraiment, je sais même pas quelle chanson c'est tellement, il y a rien à dire. Et en plus, Pierce Brosnan, il chante pas très bien. Enfin, à plusieurs reprises, il chante et en fait, t'as l'impression qu'il va se faire péter les veines de la nuque tellement il force. Ouais. Tu sens qu'il a aucun coffre. Un peu et que faux c'est- rocker, en fait. Il Ouais. se donne un peu un genre. Moi, j'avoue, j'aime pas du tout Voulez-vous, en fait. Mais c'est parce que c'est une chanson Oui. que j'aime pas trop et j'aime pas ce morceau. Et le moment est anxiogène en Ouais, plus. et puis en fait là ils sont tous en train de tourner avec leurs masques. En fait je trouve qu'en plus bah justement tout le groupe, parce qu'en fait il y a plein de jeunes qui sont là, qui sont censés être un peu les amis de Sophie et Sky, ils ont tous la vibe de Sky en fait. Et ils sont tous des vibes de douchebag. c'est clair. Et en fait dans ce numéro ils sont tous réunis en train de chanter une chanson que j'aime pas trop et ça n'en finit plus. Donc Bah, tu vois, c'est ce que j'ai éprouvé pendant une grosse partie de ce film. mais moi vraiment ce numéro je l'avance rapide à chaque fois que je revois le film quoi. J'en ai un peu rien à faire. Je comprends. Il y a quand même un mystère dans ce film, à la base, C'est vrai. c'est qui est le papa, quoi. Mhm. Et t'avais plein de théories. Des théories plus ou moins, disons, logiques. Et je suis sûre que le truc, c'est qu'à la fin, c'est aucun des trois. Et c'est Rob Lowe qui arrive dans la Mamie à 2. Peut-être que c'est un miracle de la science. C'est la première fille à avoir 3 pères. C'est un spermatozoïde de chacun qui s'est muté. Exactement. Un spermatoïde. J'étais très fatiguée. Mais tu as quand même deviné. Ah non, à la fin, ils vont dire qu'ils veulent pas savoir qui est le père. Et que les 3, c'est son père. C'est ça. Bravo. J'avais raison. La fin, moi, je l'aime beaucoup et je crois qu'elle t'a pas mal plu aussi. Enfin, la fin, ce qui se passe dans l'église, il y a un petit plot twist. Est-ce que tu peux expliquer, un peu décrire cette scène ? Donc les 3 se lèvent en même temps dans l'église parce que chacun d'entre eux pense être le père sans savoir que les autres sont aussi de potentiels papas. Chacun dit 1/3 de filles, ça me suffit. Quoi ? C'est très mignon. C'est un truc que j'aime beaucoup, un peu comme ce que tu disais sur le slut-shaming et ce qu'on disait sur les personnages féminins d'âge mûr, tout ça. Ce que j'aime aussi beaucoup dans le film, c'est qu'il n'y a aucune rivalité entre les 3 personnages masculins. Ils sont amis dès le début et même après, ils sont hyper potes et tout va bien. Et ils se conseillent même les uns les autres. Et donc là, ils sont tous les 3 en train de dire, tu sais quoi, enfin, on pourrait essayer de savoir lequel de nous est le père, mais on préfère que ça reste comme ça. Je trouve ça très cool. En plus, c'est aussi très queer. Ça fait très famille choisie. Et à ce moment-là, Sophie a une révélation. Elle comprend qu'elle voulait un peu se marier pour régler ses daddy issues et que maintenant que ses daddy issues sont réglés, elle a plus envie de se marier. Ce qui est un énorme soulagement pour nous, puisqu'elle ne va pas épouser Sky. Ça aussi, c'est assez chouette dans un film de 2008 qui est axé sur un mariage. À la fin, le couple qui devait se marier ne se marie pas et sans que ça provoque une rupture ou quoi, il se dit juste on veut aller explorer le monde, voyager et on se mariera si on a envie plus tard, mais là on s'en fout. Donc ça, c'est chouette. Ah, trop bien. This anyway. I know that. Let's just get off this island and just see the world, okay? Right. I love you. Ça, c'est très très bien. Ah bah, le mariage. Ouais, j'ai trouvé une rebelle. Et ensuite, ça ne finit pas là, parce que tu pensais qu'il allait pas avoir de mariage du coup, mais on va l'entendre. Malheureusement. Wow. Plot twist. Why waste a good wedding? Oh non. Oh si. How about Oh, le double plot twist. I'm a divorced man who's loved you for 21 years. Oh. I do. Bébé. Elle en avait vraiment marre de réparer ses volets tout seul. C'est clair. Et tu sens que Meryl Streep était hyper contente de rouler des pelles à Pierce Brosnan dans cette scène. Tu sens vraiment, elle s'est dit, c'est ma chance. Parce que du coup, ce qui se passe pour ceux qui n'ont pas vu le film et qui nous écoutent depuis 1 heure en parler, c'est que, en fait, Pierce Brosnan dit « Ne ruinons pas un super mariage, ça fait 20 ans que je t'aime, ça fait 24 heures que je t'ai retrouvé, mais c'est normal. » Ouais, c'est ça. Marions-nous, Sympa pour quoi. son ex-femme. Ouais, c'est vrai, avec qui il a eu 2 enfants. Quand même. Mais bon, il dit marions-nous. Et là, très clairement, c'était pour caser la chanson I do, I do, I do. Et du coup, Meryl Streep répond I do. Ouais, non, c'est bien, on est content pour elle.
Oui, après, en fait, le truc qui est un peu dommage, c'est que c'est sûr, il y a le côté un peu subversif de pas de mariage qui est un peu contrecarré par le fait que finalement il y a un mariage, mais je trouve ça assez beau, le fait que... Oui, après, c'est un mariage voilà, pour des sexagénaires en deuxième, un peu dans la deuxième partie de leur vie, où ils ont tous les deux connu d'autres romances. Lui a même été marié, tout ça. Elle a une fille qui est adulte. Et ça, c'est toujours des belles histoires, en vrai. Les gens qui se marient, Bah oui. passé 50 ans, c'est toujours hyper cute. Tu sens une angoisse dans le personnage de Meryl Streep pendant tout le film autour du fait que sa fille va partir et prend son envol, quoi. Et que sa fille est aussi inquiète de la laisser seule et tout. Bon, la leçon, évidemment, ça devrait pas être qu'elle a besoin d'un homme pour poursuivre sa vie, mais c'est vrai que elle est très isolée quand même sur cette île. Savoir qu'elle va avoir quelqu'un qui l'aime à ses côtés, il y a quelque chose de réconfortant. Oui, en plus, c'était leur rêve à tous les deux. C'est ce qu'on nous dit, c'est que quand, justement, ils ont été amoureux sur cette île et ils projetaient de tenir un hôtel ensemble. Et finalement, elle s'est retrouvée à le faire seule, mais donc, ils concrétisent un projet qu'ils ont eu depuis le début. Donc, ça va, j'accepte. Je suis quand même suffisamment romantique pour trouver ça mignon. J'ai une petite question. Il y a un deuxième Mamma Mia. Qu'est-ce que tu penses qui se passe dans ce deuxième Mamma Mia ? Je ne sais pas ce qui se passe en termes d'intrigue, mais je sais que ce film est connu pour ses niveaux d'absurdité un peu à toute épreuve. Et je pense que c'est aussi pour ça que j'étais un peu indifférente à Mamma Mia au début, parce que le concept de faire un musical autour de plusieurs chansons d'ABBA me paraît pas si absurde que ça, comme ça vient de Broadway. Et j'attendais plus d'absurdité dans les numéros. Il y en a un petit peu. Il y a des passages très très cool dans le film où il y a de l'absurdité. Genre quand le mec se met à jouer du piano en plein milieu de la rue sur le numéro de Dancing Queen ou les palmes, tout ça, c'est très drôle. J'espère que Mamma Mia 2 est vraiment, pousse le bouchon beaucoup plus loin, Maurice. En tout cas, dans mon souvenir, je l'ai vu qu'une fois, Mamma Mia, le Here We Go Again. Je l'ai vu au cinéma et j'étais vraiment morte de rire, en fait. Pendant tout le film, ça a été une grande source de joie. Je sais qu'il est vraiment considéré comme culte aux États-Unis, justement pour ses séquences un peu absurdes. Oui, et il est mieux noté sur Rotten Tomatoes que le premier. Mais ça m'étonne pas. Ouais. Moi, je l'ai pas vu, mais je suis sûre qu'il est mieux. Non, enfin vraiment, je sais pas, parce que du coup, t'as moins le plaisir des chansons d'ABBA. Il y en a quelques-unes. Ouais, exactement. Mais il y en a quelques-unes. Il y a quand même à nouveau Mamma Mia, je crois. Et il y a Waterloo et tout ça. Mais il y a plein de chansons où t'es là, vraiment, celle-là, je l'ai jamais entendue, quoi. Même moi. Ouais. Donc, il y a aussi une actrice très connue dedans qui fait son arrivée. Ah ah. Elle est vieille ou elle est jeune ? Elle est vieille. Ah, c'est Julie Andrews ? Putain. Si seulement Julie Andrews pouvait prêter ses cordes vocales à ce... Ah, c'est une vieille qui sait pas chanter. Non, elle sait chanter, elle sait très bien chanter quand même. D'accord. On en a parlé en plus cette saison. Donc elle est dans un des autres films qu'on a vus. Ouais. C'est Cher ? Oui. Oh, trop bien. Ouais. Voilà. Ah ouais, non mais ça doit être trop bien. Mais on va le faire cette saison. Ah ouais. Bon, on a notre petite séance de torture, même si c'est pas vraiment une séance de torture là, je pense, parce que c'est assez facile pour l'une comme pour l'autre. Anaïs, Anaïs fait une moue en mode c'est pas si facile que ça. Bon, tu dois citer 3 qualités du film. Je pense que quand même tu vas pouvoir en citer 3. Ça se regarde sans cerveau. Le film a une très grande ouverture d'esprit, que je trouve très chouette. Il y a Christine Baranski, elle est trop bien. Et toi, quels sont les 3 défauts que tu trouves à ce film ? Bon, les capacités vocales du casting sont certainement très très limitées, on va pas se mentir. L'intrigue ne tient pas vraiment la route, on va pas se mentir non plus. Et il y a vraiment les jeux de lumière dans ce film. Ah ouais, putain. C'est compliqué. Ah C'est-à-dire qu'il y a des scènes de nuit, par exemple, où t'as 2 personnes qui sont face à face. C'est une scène entre Pierce Brosnan et Sophie et Amanda Seyfried, où ils sont de nuit sur une falaise en train de se parler. Et ils sont éclairés par la lune, mais ils sont éclairés de 2 côtés différents. C'est-à-dire qu'il y a 2 lunes qui les éclairent. Mais il y a plein de moments comme ça où vraiment ça fait un peu cheap dans l'éclairage. On dirait un fond d'écran Windows, quoi. Ouais. C'est un peu compliqué. Donc voilà, c'est mes 3 défauts. Navet ou chef-d'œuvre ? Navet ou chef-d'œuvre ? Navet ou chef-d'œuvre ? Naouch ou Chna ? Navet ou chef-d'œuvre ? Comme tous les films qu'on a fait ici, aucun des deux, mais clairement, on est plus proche du chef-d'œuvre que du navet. Enfin, c'est un film qui est pas bon, mais très plaisant. Ouais, voilà, c'est très très fun. Enfin, moi, je suis d'accord. C'est-à-dire que je dirais pas que c'est un bon film, cinématographiquement parlant, mais c'est vraiment un super moment, quoi. Et en conclusion... Non, ta gueule, par contre.
Voilà. Désolé. Merci de nous avoir écoutés. Merci Anaïs. Merci Marie. Et merci à vous de nous suivre toutes les semaines. Vous pouvez retrouver tous les épisodes d'Amis sur slate.fr ou votre plateforme de podcast préférée. Dans le prochain épisode, on redécouvre Battleship, qui est un film que vous n'êtes pas prêts. Et ben surtout moi, je suis pas prête, j'ai jamais vu. Trop bien. Il est dispo où? Il est dispo en VOD sur plein de plateformes. Et c'est avec Rihanna. J'ai trop hâte. Si vous découvrez ou redécouvrez ces merveilles du 7e art en même temps que nous, n'hésitez pas à partager vos impressions sur les réseaux sociaux. On adore vous lire à chaque saison. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre autre podcast, PIC TV, où on analyse l'actualité des séries. Si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez nous laisser 5 étoiles et un petit commentaire, ou vous pouvez nous hyper auprès de tous vos amis. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Salut! Amis est un podcast d'Anaïs Bordage et Marie Telling, produit par Slate Podcast. Direction éditoriale Christophe Caron. Production éditoriale, prise de son et réalisation Aurélie Rodriguez. Bon, il y a quand même des chansons d'Abba qui, même auprès de toi, ont un pouvoir assez fort. Et les premières notes de Gimme a Man, quand même, ça fait son effet. Ah. C'est trop bien, j'adore ça. Ah non, bah là, méga tube. Ouais. Sophie se marie en haut d'une colline et elle est emmenée À dos d'âne. C'est typique. Ça se voit que clairement, t'as déjà vu un âne? Oui, ils font peur. T'as déjà été à proximité d'un âne pendant plus de 10 minutes parce que c'est vraiment les pires animaux. C'est hyper chiant. Et vraiment. Oui, mais c'est un âne grec, ils sont entraînés à porter des choses. Ouais, mais du coup, c'est de la maltraitance animale. Enfin bref, y a rien qui va. Elle est sur un âne. Non, mais moi, par contre, pourtant, là, je vais être très Marie Telling, mais moi, je veux du luxe, en fait. Si je me marie, désolée, mais tu me mets pas sur un âne. Ah, c'est vrai, moi j'adore. Là, Arrête. Non, c'est faux. Mais c'est trop beau, regarde. Mais ça, c'est très beau, mais tu vas pas sur un âne. Bah si, t'es porté à Marie Telling. Oui, d'accord, sur un cheval. Mais t'es porté en fait. Moi, je veux être portée par Des hommes. 8 hommes, voilà. Et t'avais beaucoup de règles au sujet de ce mariage quand même. Moi, les mariages à la plage, je déteste ça. Genre ça, ta fille se marie, t'es habillée comme ça? Non. Mais ça. Respecte-la un peu. Ça va pas. C'est marrant parce que je veux pas me marier, mais par contre, j'ai des idées très arrêtées sur ce qui constitue un bon mariage. Ouais. Et ce film a lancé une petite conversation autour d'un autre film que moi je déteste. Vraiment, ça a été une de, pour le coup, pires expériences au ciné où j'ai dû sortir 3 fois de la salle juste pour me dégourdir la jambe parce que j'en pouvais plus. C'est Les Misérables. Franchement, on a dit beaucoup de mal des Misérables et je pense qu'on devrait retirer tout le mal qu'on a dit des Ça va Misérables. pas ou quoi, Anaïs? Vraiment, alors là, enfin... Ok, on fait les Misérables dans cette saison. Ah mais de ouf, mais je mourrais sur cette colline. C'est-à-dire que vraiment, ce film est largement supérieur aux Misérables. Donc on a Sophie d'abord. C'est mon deuxième prénom, donc j'aime bien. Sophie qui est jouée par... Bon, d'accord. Merci pour cette belle anecdote. C'était vraiment très intéressant. On arrête de chanter. Après cet épisode, promis, plus de chansons. Jamais, c'est fini. Bah, je sais pas, il va y avoir Cats. Je connais aucune des chansons, mais on va attendre, je pense, au moins 8 mois avant de faire une comédie musicale à nouveau.